Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver très nombreux sur Assurance TV. L'idée de cette émission est de voir comment, en 2023, certains acteurs du secteur de l'assurance communiquent, comment on crée du lien avec son futur client, comment on fait des affaires aujourd'hui, comment on séduit des clients qui peuvent rester fidèles. En synthèse, comment vendre l'assurance autrement. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau d'Assurance TV Hervé Massier. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes fondateur de Wasari, du groupe Meilleur-Taux. Karim Boukerma, bonjour. Ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes directeur de BFK Assurance. Vous avez 4 agences, vous êtes courtier, vous avez 4 agences de proximité en Ile-de-France. Tout à fait. Nathalie Quesquin, vous êtes agent général Alliance, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Nîmes, merci d'être venu. Vous avez 2 agences, une à Nîmes et une à proximité de Nîmes. C'est ça, une vingtaine de kilomètres. Et vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, vous allez nous donner quelques petites clés pour les gens qui nous regardent. Christophe Brémard, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes CEO chez Kitty depuis 2021. Vous étiez avant courtier. Vous l'êtes encore un tout petit peu. Tout petit peu, oui. Vous êtes à Nice. Merci de votre présence. Kitty, vous le qualifiez de assureur nouvelle génération. C'est bien ça? C'est ça. Et puis nous avons à plus de 16 000 km de métropole, Raphaël Reiter. Vous êtes directeur général d'International Santé. Bonjour Raphaël. Bonjour Jean-Luc. Merci de nous rejoindre. On vous aura dans le cours de l'émission avec grand plaisir. Alors vous avez tous beaucoup d'expérience sur le secteur de l'assurance. Vous le savez, il y a mille et une façons de communiquer avec ses clients pour faire des affaires. Hervé Massier, tout d'abord, vous avez créé from scratch Wasari Assurance, courtier grossiste il y a quelques années. Dans cette création, vous avez souhaité créer une relation un peu différente avec les courtiers pour les accompagner dans leur développement commercial en bousculant les codes. Est-ce que j'ai bien résumé un petit peu l'idée de la création? Oui. C'est vrai que Wasari est une société jeune, puisqu'elle va fêter son 6e anniversaire cette année. Et d'entrée de jeu, on a essayé de bousculer les codes des courtiers grossistes, puisqu'il n'y avait pas eu... Vous n'intervenez pas directement sur le... Non, du tout. On est dans ce qu'on appelle la distribution intermédiaire, et on a des courtiers et certains agents généraux qui peuvent distribuer nos offres. Et très rapidement, nous, on a souhaité traiter le courtier comme un client et pas comme un utilisateur ou un usager, ce qui était un peu bon. Et donc, évidemment, la plateforme a déjà été pensée sous forme de l'UX et de l'UI, vraiment pour, en tout cas, offrir un parcours client pour le courtier le plus intuitif possible. Après, on a travaillé évidemment sur des produits, des bons mix produits avec des garanties, un bon rapport, je dirais, garantie-prix. Et puis, on a très, très rapidement, alors ça paraît assez surréaliste aujourd'hui, mais si on revient en 2017, on a été les premiers à distribuer massivement des contrats sous signature électronique, le 100% dématérialisé, donc c'était assez innovant, et à utiliser les paiements en 3D Secure avec vérification, etc. Donc, on a essayé de bousculer les codes, d'apporter quelque chose de nouveau, et puis surtout, de redonner du pouvoir au courtier. Vraiment avec le côté, pas simplement vous êtes un distributeur et puis on gère, c'est on vous donne le pouvoir de gérer la relation au quotidien avec votre assuré, avec votre client. Parce qu'encore une fois, je rappelle, un courtier grossiste n'a pas la propriété de la clientèle. C'est un intermédiaire. Exactement, et donc on doit le traiter du mieux possible, en tout cas dans la gestion, dans l'indemnisation. Et on a mis un certain nombre de services qui n'existaient pas, comme changer les prélèvements à la volée. Avec des API aussi, des API, évidemment. Qui à l'époque n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Pas du tout. On était, moi je me rappelle, j'avais rencontré un courtier, il me dit je voudrais des iframes, mais vous savez, ça c'était le temps du Minitel. Nous aujourd'hui, on fait des API, donc des vrais sujets. Vous pouvez faire vos propres formulaires et puis vous tapez une API de tarification ou de souscription et puis c'est déversé automatiquement dans votre extranet. Donc c'est vrai qu'on a été pris un peu pour des extraterrestres à l'époque, mais aujourd'hui on voit quand même malgré tout beaucoup de confrères qui nous suivent, d'autres qui commencent aussi à être assez présents comme nous, voire même nous avoir attrapés, puis d'autres qui sont encore un peu en mode old school, mais bon, je tendance à dire le courtier a horreur du changement quand même. On va voir tout ça, donc il faut de la techno, il faut de la proximité, il faut du lien, il faut du digital. C'est ça. Pour faire des affaires, on va... C'est ça, et puis l'idée, c'était, en apportant tout ça, c'était de se mettre au-dessus de la mêlée, avec aussi de la disponibilité, donc des plages horaires relativement larges le soir et même le samedi, parce que le courtier, souvent, il travaille
travaille pas du lundi au vendredi de 9h à 16h, ils travaillent aussi le soir et souvent le samedi. Donc on met aussi à disposition des personnels pour pouvoir répondre, accompagner le courtier. Et c'est ce qui a fait que la recette a opéré et ce qu'on voulait, c'était être attractif. Aujourd'hui, en moins de 5 ans, on a 3750 courtiers qui nous font confiance. Donc c'est une belle réussite, effectivement. On peut considérer quelque chose de une belle réussite. On va voir comment attirer les clients pour vos courtiers, pour vous qui êtes ici présents sur ce plateau. Voir comment on peut utiliser peut-être les nouvelles façons de communiquer pour attirer des clients, pour créer du lien avec eux. Mais avant tout, une première question, je vais m'adresser à Christophe peut-être, si vous en êtes d'accord. Est-ce que c'est dur de communiquer sur l'assurance? Comment on peut attirer l'attention? Vous êtes un nouvel entrant, en tout cas Kitty est un nouvel entrant. Comment on peut attirer l'attention sur l'assurance aujourd'hui? Alors, Kitty est un nouvel entrant. Moi, ça faisait 25 ans quand même que je suis courtier. J'ai quelques cheveux blancs. Et ça a toujours été dur et compliqué de communiquer sur l'assurance. C'est pas plus dur ou moins dur aujourd'hui. Ça a toujours été dur de communiquer. Et ça a été toujours dur de communiquer, de bien communiquer. Et aujourd'hui, on est abreuvé d'informations en permanence. Dès qu'on ouvre son téléphone, on a un tsunami informationnel, promotionnel qui arrive sur les portables. Et finalement, on reçoit constamment de l'information. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et on en communique aussi énormément. On en reviendra sur le sujet dans quelques instants. Et la difficulté, c'est comment bien communiquer. Et pour bien communiquer aujourd'hui, je crois qu'il faut toujours avoir de l'impact. Et effectivement, communiquer, donner du sens à ce que l'on communique. Et surtout, il faut être dans la durée. Kitty, ça fait que 2 ans que l'on existe, mais il faut effectivement avoir cette logique de durée. On est tous assez jeunes autour de la table, mais l'important, c'est de la récurrence. Aujourd'hui, pour bien communiquer, toutes les boîtes de marketing peuvent nous le dire, c'est que grosso modo, il faut que le message passe 11 fois pour être enfin enregistré par un de nos clients. Donc ça veut dire que si effectivement on cherche que du buzz et que du one-shot, sans ligne éditoriale, sans rien, ça devient vite très compliqué, quoi. Karim, oui. C'est dur de communiquer sur l'assurance. Vous avez, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous avez 4 agences de proximité en Ile-de-France. Tout à fait. Donc en fait, il est quand même assez dur de communiquer, c'est surtout le problème, c'est d'interpeller le client. Ouais, c'est surtout d'intéresser et d'intéresser le client. Donc pour nous, on a un réseau d'agences, mais le réseau d'agences fait qu'on attire pas mal de clients. Donc par la zone des chalandises. Flyers. D'accord. Donc ça, c'est des recettes entre guillemets d'aujourd'hui et un peu d'hier, quoi. Un peu d'hier aussi, mais ça fonctionne toujours. Donc le plus important, c'est quand même le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, pour moi, ça reste quand même le lead entre guillemets. Parce que vous n'avez rien à montrer en fait aux clients. On n'a rien à montrer, mais on a beaucoup de choses à démontrer. À démontrer aussi. Donc voilà. Alors on va parler des réseaux sociaux, on ne va pas parler que de ça, mais c'est aujourd'hui un des outils qui vous permettent à communiquer et à faire des affaires surtout, c'est ça le sujet de notre plateau. Est-ce qu'on peut intéresser les gens sur les réseaux sociaux? Et je vais continuer avec vous, Karim, parce que vous avez une très belle expérience en la matière et vous allez nous en parler. Voire nous donner des recettes. Sur les réseaux, on a quand même le réseau d'agences. Mais au-delà de ça, à côté, on communique beaucoup sur les réseaux, notamment des réseaux comme Facebook, Instagram ou LinkedIn, peut-être. LinkedIn aussi. Donc, et on communique de manière différente selon les réseaux, parce qu'on ne va pas toucher le même public que ce soit sur Instagram ou Link, ou Snapchat, ou Facebook. Donc vous avez une ligne éditoriale sur chacun des médias sociaux. Médias sociaux, c'est-à-dire que sur Facebook, on va mettre des choses beaucoup plus professionnelles, parce que la tranche d'âge correspond plus à la clientèle un peu professionnelle, donc il y a ça aussi, ou alors des sur contrats, Facebook. Sur Facebook, d'accord. Ou des contrats type retraite, tout simplement. Après, alors, vous m'avez dit en préparant cette émission, je vous coupe, Karim, mais vous m'avez dit parfois je peux avoir 15 000 vues sur LinkedIn, sur une de mes communications avec un joueur de foot, par exemple. Tout à fait. C'est une des techniques que vous utilisez? Ouais, c'est une technique, mais en fait, les gens aiment bien aussi qu'on communique un peu sur le perso, donc soit le perso et le pro en même temps. Donc c'est vrai que je me mets de temps en temps en avant avec un de mes clients, ça peut être Samuel Eto'o sur une photo, elle a fait je sais pas combien de... Vous m'avez dit 15 000 là.
Ouais, un peu plus. D'accord. 15 000, c'était le joueur de l'équipe de France Fofana. D'accord. Donc en fait, pour résumer, au-delà de l'exemple qui est important, pour résumer, vous utilisez sur certains réseaux sociaux des communautés, en fait, en l'occurrence des sportifs avec qui que vous assurez, c'est bien Tout ça? à fait, toujours. Hein, vous les assurez et vous leur demandez gratuitement d'être avec vous sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et ils le font. Ils le font. Et ça cartonne. Et ça cartonne, mais ça peut être aussi des humoristes. D'accord. On a Redouane Bougaraba qui remplit des salles, qui remplit l'Olympia et le Dôme de Marseille. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a des sportifs, des acteurs, on a tout. On a des influenceurs aussi. Donc, et Christophe, Christophe, il faut communiquer ou pas sur les réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, assurément, oui, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont incontournables. Comme vient de le dire Karim, chaque réseau est différent et ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir représenter, bien valoriser notre marque et les dirigeants, les courtiers, les agences sont les principaux acteurs pour pouvoir le faire et bien le faire. Et après, c'est aussi extrêmement important que nos clients soient des vrais représentants et pas simplement des influenceurs, que ce soit déjà des gens convaincus. Et c'est vrai que c'est des gens convaincus. Est-ce qu'il faut aller sur des niches particulières? Est-ce qu'il faut aller sur des communautés particulières? Ou est-ce qu'on doit parler à tout le monde? Alors, c'est très difficile de parler à tout le monde parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux différents et ça veut dire qu'on y passe forcément beaucoup de temps derrière. Mais je crois qu'il faut effectivement, en fonction de sa cible, c'est toujours la même logique de la communication et du marketing. On a une cible et cette cible-là, elle est plus sur TikTok, elle est plus sur Facebook, elle est plus sur LinkedIn ou Snapchat ou encore d'autres, parce qu'il y a des petits nouveaux aussi qui arrivent. Et derrière, c'est à nous effectivement de définir. Nous, on a pris le parti d'essayer d'être présents sur l'ensemble des réseaux, parce qu'on est sur une clientèle beaucoup plus internationale, et de travailler plus sur LinkedIn parce qu'on a une logique B2B très affirmée. Voilà. Mais après, c'est chacun effectivement en fonction de son tempérament, de sa philosophie et de son ressenti. Et le tout, c'est de pouvoir vraiment parler à sa communauté et de parler effectivement avec le cœur, d'avoir de l'authenticité pour pouvoir être le plus percutant possible. On va revenir sur ce sujet avec Nathalie, mais avant j'ai une question, Christophe, le coût d'acquisition. Est-ce que ça coûte moins cher d'acquérir un contrat aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou pas? C'est pas évident comme question. Néanmoins, on arrive quand même à avoir un ROI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la logique influenceur où c'est très difficile de savoir exactement ce que ça donne, sauf quand on paye l'influenceur. Mais si c'est de l'influenceur convaincu, gratuit, gracieux et qui finalement nous recommande sur les réseaux, c'est que du bonus. Donc le gain, il est matérialisable tout de suite. C'est que du gain. Si effectivement, il faut commencer à payer un influenceur ou payer de la pub sur les réseaux sociaux, ça devient effectivement beaucoup plus compliqué. Et les influenceurs aujourd'hui, l'expérience que nous, on peut en avoir chez Kitty, c'est qu'effectivement, c'est très, très variable. On a des très belles réussites et à l'inverse, on a des réussites qui ne sont pas bonnes. Donc, pour plutôt parler d'échecs, très clairement. Et c'est un peu la logique des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on peut avoir du très, très bon et le lendemain, on va se retrouver avec des posts qui n'ont pas du tout été vus. Et c'est un côté un petit peu, effectivement, roulette russe qui n'est pas toujours évidente à gérer parce qu'il n'y a pas forcément une logique à comprendre. Mais on arrive à avoir quand même un ROI. Il faut avoir effectivement une logique. Plus intéressant qu'une autre méthode ou pas? Elle est différente et effectivement c'est là-dessus qu'il faut calculer. Après, on a chacun les nôtres. Nous, on sait qu'effectivement aujourd'hui sur Insta, on a un très mauvais ROI et qu'il vaut mieux acheter directement du Google Ads auprès de. Ok, au moins ça c'est clair. Par contre, Internet permet aussi, les réseaux sociaux en particulier, permet aussi de mieux piloter en fait, et plus réactif qu'une campagne classique. C'est-à-dire qu'on peut arrêter. Dès qu'on a les premiers signaux où l'on perçoit que sa campagne est un échec, on peut arrêter rapidement. C'est aussi l'avantage. Alors, il peut y avoir l'échec parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, mais il peut y avoir l'échec parce que le message passe pas bien et finalement on se prend une volée de bois vert qu'on n'a pas du tout appréhendé parce que c'est le mauvais moment et il y en a un ou deux qui commencent à faire effectivement un mauvais commentaire et derrière vous les prenez tous à la suite et ça peut devenir vite compliqué. Et effectivement, un des intérêts des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que c'est très facile de faire un post, c'est très facile de le retirer, de le corriger. Si vous commencez à avoir effectivement une flopée d'internautes qui commencent à dire un peu de mal de vous, ça peut rester aussi un moment, quoi. Donc c'est pas bon dans le conscient quand même. Nathalie Quesquin, on vous a invité, merci d'être venue depuis Nîmes. Alors vous êtes incontournable sur les réseaux sociaux. Vous avez démarré votre agence, je rappelle que vous en avez deux aujourd'hui autour de Nîmes, et vous avez tout de suite
dès votre démarrage, activer les réseaux sociaux. Alors, vous m'aviez confié en préparant cette émission que vous aviez besoin d'aller vite, que vous ne connaissiez personne localement et qu'effectivement, il fallait toucher très vite beaucoup de gens. Et donc, les réseaux sociaux ont été votre première option. Comment ça a commencé? Tout de suite LinkedIn. Et puis, là, vous avez voulu montrer votre expertise, votre métier. Alors, qui vous étiez? Moi, je suis native de Lyon. J'étais notaire à Lyon, donc naturellement que je faisais partie... Voilà, notaire plus assureur. C'est ça. Donc, je faisais naturellement partie de tout plein de cercles. Et puis, j'arrive dans une commune que je ne connais pas, avec beaucoup de codes sociaux. Et effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, les charges tombent. En revanche, il faut remplir la baignoire pour pouvoir payer ces charges-là. Et je me suis dit, le temps que ça va me prendre de serrer des pinces, d'aller sur les marchés, d'être dans les clubs d'entrepreneurs, etc., ça va me prendre du temps. Et le retour sur investissement ne sera pas forcément immédiat et efficace. Et donc, pendant mon cursus de formation pour être agent général, effectivement, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était finalement de casser un peu cette image, d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et je me suis directement mise sur LinkedIn. Alors, je me suis nourrie de beaucoup de frustration parce que c'est vrai qu'au départ, j'avais 2-3 likes. Quand j'arrivais à 10 likes, je faisais limite une soirée au champagne. Et puis, à force de persévérance, à force d'essayer de maîtriser l'algorithme, de comprendre ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, effectivement, je me suis fait une vraie communauté au sens propre du terme qui va vraiment interagir. Alors, pas forcément directement sous les posts, mais beaucoup en off. Aujourd'hui, c'est effectivement une vraie source pour moi de leads, clairement. Je vais faire des publications, je vais savoir très précisément, à quelques centaines près, combien est-ce que ça va faire de vues, de likes, etc. Et de contacts. Exactement. Il y en a que je vais faire, je sais pertinemment qu'elle ne va pas fonctionner, mais que ça va rapporter du lead en off, mais des publications qui sont somme toute nécessaires à faire. Donc voilà, j'ai eu une ligne éditoriale sur LinkedIn qui aujourd'hui fonctionne, en ayant même créé le vendredi tout est permis, où là pour le coup je me permets vraiment de la fantaisie sur un réseau très pro, en restant pro mais avec une ligne éditoriale un peu plus punchy que j'utilise par ailleurs sur TikTok, on en parlera, mais voilà, LinkedIn a été effectivement mon premier réseau. Et vous vouliez apporter, en tant que chef d'entreprise, vous vouliez apporter votre sensibilité, faire percevoir vos valeurs, vos hobbies aussi actuellement, ça a été votre stratégie sur LinkedIn. Passons maintenant à la suite, parce que depuis, on vous voit partout, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook même. Alors, racontez-nous rapidement. Suite à LinkedIn, j'ai voulu continuer cette démarche de sortir un petit peu de cette image de l'assureur de proximité dans son agence, parce que les choses évoluent aussi, et que Covid a beaucoup fait évoluer les choses aussi. C'est une certitude. Les gens aujourd'hui s'intéressent, avant même d'arriver en agence, connaissent, savent tout du contrat, des prix. Et donc je me suis dit, on va toucher encore d'autres populations. Je me suis mise assez spontanément sur Facebook et Instagram, où là je me suis dit, bon, Instagram, on va s'accorder encore un peu plus de fantaisie pour toucher encore une autre catégorie. Vous avez vraiment gradué en fait votre... Dans la fantaisie, j'ai gradué, mais toujours en étant pro, toujours en apportant de la valeur, en apportant du savoir. Et puis j'ai mis beaucoup de temps, avec tout plein d'a priori et de préjugés que tout le monde peut avoir vis-à-vis de TikTok. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas me rallier à ces préjugés sans essayer. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et j'avais les mêmes préjugés que tout le monde peut avoir sur TikTok. Moi, je suis pas fait pour danser, moi, je suis pas fait pour faire de l'acting, enfin voilà. Sauf qu'on peut avoir la ligne éditoriale qu'on veut. Moi, c'est aujourd'hui une ligne éditoriale qui correspond à 100% à ce que je suis. Voilà, c'est votre raison d'être, en fait, être sérieux sans être sérieux, transmettre du savoir, vulgariser la matière, rendre l'assurance plus accessible, plus palpable. On vend pas du rêve, hein. Généralement, aujourd'hui, avec la signature électronique, on sort de son assureur, on n'a rien. Au mieux, un stylo publicitaire, un porte-carte grise. Enfin, je veux dire, on sort sans rien. Et du coup, créer ce lien, ce côté contact. Vous arrivez à tutoyer même vos internautes qui vous suivent. Hein. Vous créez ce lien que vous évoquez. C'est ça. Et puis vous avez des surprises. Vous me l'avez confié en préparant cette émission. Vous avez des experts comptables, des gens de plus de 40 ans qui... je rappelle que vous faites de l'assurance pour les entreprises. Hein. C'est ça. Donc des experts comptables, des gens très sérieux en fait qui se retrouvent sur votre TikTok
et à qui vous faites des contrats par la suite. Ça se passe comme ça? Et les liens, en fait, tous les codes sociaux sont cassés. On va avoir des très très hauts chefs d'entreprise qui d'office vont vous tutoyer, vont vous rencontrer et ont l'impression vraiment que vous faites partie de leur vie, que vous êtes un ami, que vous êtes une amie, qu'ils vous connaissent, mais parce que j'occupe l'espace, c'est vrai, je suis là tous les jours. Instagram, Facebook, enfin celui qui se réveille le matin et qui va sur ses réseaux, logiquement, il me voit à peu près partout. Et on verra que c'est un vrai travail de chef d'entreprise. On y reviendra tout à l'heure ensemble. Nathalie Quesquin, vous transmettez de l'information. Je vous conseille d'aller voir les réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook, et notamment les lives LinkedIn. sur TikTok que je fais. Les lives TikTok que Nathalie fait, c'est très intéressant. Vous transmettez de l'info gratuitement, vous donnez un certain nombre d'informations. Ça, c'est important sur les réseaux sociaux. On y reviendra tout à l'heure. Hervé Massier, vous voyez le marché avec une vision très transversale. En fait, vous voyez des milliers de courtiers qui tous n'ont pas la même façon de faire des affaires, de faire du business. Comment voyez-vous, vous, en tant que courtier grossiste, Wasari, ces différentes approches? C'est-à-dire que moi, je suis spectateur de tout ça. C'est vrai que quand on a préparé l'émission, moi, je fais encore partie des rares grossistes à aller toutes les semaines voir nos courtiers sur le terrain, que ce soit en France ou à l'étranger, et je suis toujours un peu, il y en a certains autour de la table qui sont aussi des partenaires Wasari, et je suis toujours assez émerveillé de voir les techniques d'ingéniosité, c'est un peu les MacGyver de l'assurance, parce qu'ils n'ont pas forcément des gros moyens. Alors après, dans les approches, on côtoie un peu de tout. On a le courtier un peu à l'ancienne, qui est plutôt en boutique ou en agence, qui est bien situé, qui est plutôt en province, en centre-ville, et puis ça passe. Qui attend le client. Voilà, qui attend le chaland pour parler un peu simplement. C'est comme ça que ça se passe. Puis après, vous avez le courtier qui a plutôt une démarche proactive, donc toujours, ça peut être aussi sur des modèles à l'ancienne, le porte-à-porte. J'ai des partenaires avec des réseaux encore aujourd'hui, ça marche le porte-à-porte, qui vont vendre encore de la santé, et puis tant qu'ils y est, il fait la retraite, il fait de la prève, etc. Et ça fonctionne. Alors, avec prise de rendez-vous ou pas, mais c'est très militaire. Ils arrivent à 10 dans des cités ou dans des lotissements et ils ratissent le quartier. Puis après, vous avez, donc ça, c'est plutôt une démarche un peu active. Et puis après, on a des modèles un peu plus punchy, c'est les VADistes, la téléphonie. Donc là aussi, on va chercher. Là, c'est soit je suis capable de générer des leads, des prospects moi-même, j'appelle, je transforme l'essai. Et puis après, vous avez des modèles hybrides. Et là, ce que j'entends autour de la table, pour moi, ce sont des modèles hybrides. Et le modèle hybride, c'est ce qu'on appelait il y a quelques années. Avec plus ou moins de digital. Voilà, donc c'est l'omnicanalité, c'est le figital. Et en fait, c'est globalement, on va chercher le client là où il est, quoi. Et donc, s'il est sur les réseaux sociaux, il faut aller le chercher sur des réseaux sociaux. Alors, c'est pas tout d'aller le chercher, mais ce qui est d'autant plus intéressant, et il y en a certains ici et certaines qui peuvent en témoigner, c'est d'animer, puisqu'en réalité, ça devient des communautés d'assurés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ces nouvelles approches que je trouve intéressantes à mettre un petit peu en valeur aujourd'hui et à partager. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de bonnes pratiques mais en tout cas c'est intéressant de s'y attarder parce que probablement qu'on va vendre l'assurance, en tout cas l'acheter différemment, et il y a peut-être un mouvement qui s'opère en ce sens. On reviendra tout à l'heure avec Karim sur l'aspect des communautés et l'approche que vous évoquiez, Hervé Massier. Avant cela, Nathalie Quesquin, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez sur le lien que vous créez, le tutoiement que vous créez avec les gens qui vous suivent, très nombreux, des milliers qui vous suivent. C'est pas du tout comme acheter du litre froid, en fait, parce que acheter du litre froid, c'est une pratique, je suppose, très courante. On achète un formulaire, on n'a jamais vu la personne, on l'a jamais entendue, on sait à peine ce dont elle a besoin. Là, vous, les gens, vous créez du lien, un lien qui est très chaud, non? Le litre froid, il arrive et c'est le premier qui l'appelle, qui finalement remporte la vente. Moi, aujourd'hui, sur les réseaux, et quel que soit le réseau sur lequel je vais être, j'ai aucune démarche proactive. C'est-à-dire que je ne fais pas d'email, je suis dans la réactivité. Donc, celui qui va venir me solliciter pour avoir un devis, une étude assurantielle globale, eh bien, parce qu'il me connaît et il sait ce que je vais pouvoir lui apporter en termes de conseils, d'accompagnement. Est-ce qu'il vous trouve sympa, experte, vous lui donnez de l'info Et puis ça, c'est le premier pas, parce qu'effectivement, ça me tient à cœur aussi de voir les personnes qui deviennent clients via les réseaux. C'est pour ça que j'ai créé mes apéros Link, mes apéros... Enfin, quand je viens à Paris, je crée un petit événement avec ces personnes que j'ai fait clients via les réseaux sociaux pour les voir dans la vraie vie, parce que c'est important aussi pour moi, et c'est pour ça que j'ai fait ce métier, que de créer un
un contact humain et se voir dans la vraie vie, c'est important aussi. Et vous faites partie de leur quotidien, quasiment. C'est ça, exactement. D'une certaine façon, alors que c'est très rare, en fait, quand on vend de l'assurance sur des lits de froid. Karim, vous en pensez quoi de cette démarche via les réseaux sociaux? On arrive à créer du lien? Très bien, on arrive à créer du lien. Et c'est vrai que c'est une communauté, comme tu l'as dit, c'est une communauté qui nous suit. Et donc, même des fois, quand on poste pas quelque chose, ils nous disent « Alors, tu es où? Tu fais quoi ?» Donc ça reste quand même... on les connaît pas. Mais au fur et à mesure du temps, on valide le contrat, on les appelle et puis on se tutoie. Et même des fois, on fait des lives WhatsApp. C'est la nouvelle proximité, en fait. C'est la nouvelle proximité. Et c'est vrai que c'est devenu maintenant courant et une habitude. Donc, quand on a un réseau, quand on fonctionne sur le digital, sur les réseaux sociaux, après, on a une image de marque et les gens viennent directement vers nous. Il n'y a pas que d'image, vous m'avez dit, Karim, vous faites des affaires directement, oui, par message privé, c'est ce que vous m'avez dit. On fait des affaires, c'est-à-dire que il nous dit je t'ai connu sur Link, et ça se tutoie directement, même sur Link. Sur les messages privés, envoie ton numéro, on envoie le numéro. Et là, vous arrivez à closer on arrive à closer directement. Et après, on close, et puis après, sur WhatsApp, on peut mettre des petites, on appelle ça des petites étiquettes, on met de la pub même sur WhatsApp directement, et les gens nous communiquent dessus pour faire d'autres contrats. Donc, ce qui est important de voir, je pense, c'est ce qui vous réunit, en fait, c'est que les réseaux sociaux, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un outil pour faire du business. C'est un outil moderne, contemporain et efficace pour faire du business. On va y revenir tout à l'heure, mais on va avoir avec nous Raphaël Reiter, qui est à 16 000 km de Paris. On le remercie. Raphaël, vous êtes CEO d'International Santé, le premier comparateur expatrié individuel francophone, très éloigné. Vous faites l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Raphaël, vous comparez sur votre site des offres d'assurance santé expatriée. Pour vous, il y a deux recettes, un petit peu, on a essayé de les schématiser. D'un côté, le travail sur le SEO, le référencement naturel, et d'un autre côté, pour amener des flux, et d'un autre côté, les avis clients, et a priori de très très bons avis, en tout cas c'est ceux que vous avez, pour rassurer vos internautes. En quelques minutes, c'est bien ça, Raphaël, vos stratégies digitales ? Oui, c'est bien résumé, c'est très bien résumé, Jean-Luc. Oui, c'est vrai que le SEO, c'est quelque chose qu'on a utilisé dès le début, qui nous a bien servi, mais qui aujourd'hui, je pense, est plus compliqué qu'il y a une dizaine d'années. Car l'ancienneté d'un site, ça joue beaucoup sur le référencement chez Google. Et surtout, Google met beaucoup plus en avant aujourd'hui ses AdWords. Quand on fait une recherche sur Google, les résultats, les 3-4 premiers résultats, ça sera des liens sponsorisés. Et malheureusement, de moins en moins de gens aujourd'hui savent, je pense, que c'est qu'un lien sponsorisé. Alors, ça peut être un constat étonnant, mais moi, je l'ai fait en travaillant avec des étudiants d'école de commerce. Ils m'ont dit qu'il fallait que je travaille mon SEO parce que j'arrivais en 5e position. Ils montraient certaines pages sur des requêtes qui m'intéressaient beaucoup. Mais ils n'avaient pas vu que les 4 premiers, c'était des AdWords. Donc, c'est assez sidérant, mais c'est une réalité. Donc, le SEO, c'est devenu compliqué, mais c'est quand même, ça peut encore être très facilement utilisé, en particulier sur du référencement de proximité. D'accord. Et là, je pense que c'est encore accessible à beaucoup de courtiers, accessible à tous. Google, aujourd'hui, c'est les pages jaunes des années 80. On l'utilise tous au quotidien pour trouver des commerces ou des choses comme ça. Et si on est courtier, on veut cibler 4-5 spécialités d'assurance sur sa ville, c'est encore assez facile, je pense, d'être bien référencé. Il suffit de suivre les consignes Google de base pour se positionner. On prend en main son Google Business Manager, on remplit tous les champs, on indique où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on est ouvert. Derrière, on a un site propre sur le mobile
qui est clair pour tout le monde, avec des balises qui sont bien renseignées. Enfin, voilà, en faisant les bases, on peut encore facilement être bien référencé sur les outils Google locaux. Il y a encore beaucoup de place là-dessus. Donc ça, c'est des bonnes pratiques que vous nous donnez, que vous faites depuis une dizaine d'années, hein, c'est bien ça à peu près, Raphaël? Ouais, la deuxième composante, c'est pour rassurer les gens qui viennent sur Internet, pour rassurer d'une certaine façon ceux qui sont en train de vouloir souscrire un contrat d'assurance. Pour vous, l'avis client, la notation de l'avis client est un élément très important, c'est bien ça? Oui, c'est un élément essentiel. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça doit faire 15 ans qu'on en parle. Le problème, c'est que l'assurance, ça n'intéresse pas grand-chose, mais pas grand monde. Mais c'est vrai que l'avis client, c'est un point super important. Et parce qu'on n'a rien à montrer, c'est ce que d'autres personnes disaient sur le plateau il y a quelques minutes. Si je veux vendre une voiture, je la fais essayer. Si je suis le primeur au marché, il fait goûter ses clémentines pour les vendre, et ça marche très bien. En assurance santé, je ne vais pas casser les jambes du prospect pour lui montrer qu'il sera bien pris en charge quand il aura un problème. Donc, il faut qu'on lui montre des avis, des histoires d'autres assurés. Il faut que ces avis ils soient vrais, parce que sinon l'internaute il s'en rendra vite compte. Et pour ça, il faut passer par des tiers de confiance, hein, des sites qui sont spécialisés dans la collecte des avis. Et c'est vrai que pour ça, il va falloir trouver le bon site, celui qui est crédible auprès de mon public, celui avec qui ce sera peut-être facile de discuter le jour où il y a des faux avis, parce que des faux avis, il y en a. Et surtout, il y a une question qui est importante, c'est à qui appartiennent les avis, parce qu'on va se constituer. Les autres intervenants en plateau parlaient de communautés sur Google, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Sur les avis, c'est pareil, il faut qu'on ait une communauté. Si j'ai 25 avis, c'est pas pareil que si j'en ai 1000 ou 2000 à montrer. Donc, à qui appartiennent ces avis? Si un jour je veux changer de prestataire, comment je peux faire et garder ses avis? Et ça, c'est pas évident. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Donc l'intérêt par le SEO a intérêt sur les avis clients, mais warning sur le partenaire qui fournit les avis. Et surtout, effectivement, quand on demande des avis, autant que faire se peut, il faut en avoir de bons et de très bons, puisque c'est votre cas, Raphaël. Alors, Raphaël a parlé de communauté. Karim, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans le détail, pas trop longtemps, parce qu'on prend du retard, comment vous travaillez avec des communautés un peu spécifiques pour faire votre business? En fait, on demande. Il y a beaucoup de nos clients qui font des vidéos ou des stories et qui nous partagent en faisant, entre guillemets, notre promotion BFK Assurance. Allez-y, allez-y. Y aller. Il y a des footballeurs pareils, on ne demande de rien, mais bon, ils nous font un peu de pub. Donc c'est un peu de tout. Ça peut être c'est du bouche à oreille digital. Bouche à oreille digital, ça peut être le client particulier, ça peut être une influenceuse qui vient au bureau et on assure son véhicule et puis qui nous fait une story et on ne demande rien. Donc, mais vous êtes aussi sur des réseaux de chefs d'entreprise. Tout à fait. Et des communautés des communautés spécifiques. Ouais. Expliquez-nous ça, parce qu'en fait, il n'y a pas que le digital dans votre stratégie, il y a aussi la proximité avec les réseaux de chefs d'entreprise, avec des communautés particulières. Donc après oui, effectivement, je fais partie d'un réseau, de plusieurs réseaux de chefs d'entreprise, que ce soit dans la ville à laquelle où j'ai grandi, ou alors... Ou sur des secteurs d'activité, le BTP peut-être, c'est ça? Oui, dans le bâtiment. Donc j'adhère à un réseau justement de chefs d'entreprise de bâtiment où je suis le seul assureur. Et donc dès qu'il y a une personne qui souhaite s'assurer ou pour faire un devis ou pour avoir de conseils, j'interviens et c'est facile après de faire des contrats. Donc dans plusieurs types de réseaux, donc que ce soit dans lesquels? De la restauration, pareil. D'accord, donc des secteurs professionnels particuliers? Des secteurs professionnels particuliers. Donc, une fois par mois, on va manger au dîner chez un de mes clients, et puis je ramène du monde et on va manger
chez notre ami, entre guillemets. Donc des liens amicaux qui sont dans la vraie vie. Qui sont dans la vraie vie, mais derrière, on essaie toujours de faire du business. Donc même si c'est des réseaux d'amis, derrière, on ne perd pas l'idée de faire du business après. Donc c'est intéressant. L'idée, c'est de faire du business, mais c'est aussi d'avoir des clients fidèles, peut-être. C'est un peu ça aussi l'enjeu. Hein. On sait qu'aujourd'hui, vous l'avez démontré, madame, messieurs, on peut acquérir avec une stratégie digitale et de proximité des clients, mais maintenant, Hervé Massier, c'est bien ça, l'enjeu, c'est d'avoir des clients fidèles. Oui, je veux dire, très clairement, de toute façon, la fidélité fait partie du business model de l'assurance. Hein. C'est-à-dire qu'une police, elle doit perdurer le plus longtemps possible pour que l'assureur s'y retrouve, le courtier distributeur aussi, et puis le client, finalement, il faut qu'il ait eu le bon conseil, le bon produit. Donc c'est forcément clé. Et puis je rappelle juste un basique du marketing. Un client à acquérir, ça coûte 5 fois plus cher qu'à garder. Ça reste toujours vrai, ça ? C'est toujours vrai, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et c'est de plus en plus difficile à les fidéliser, parce que en plus, le législateur ou le régulateur met de plus en plus de facilité à partir, à quitter, à switcher. Et donc, il faut être d'autant plus accroché à ses clients et les chouchouter, si je puis dire, pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans leur communauté. Donc il faut chouchouter ses clients, hein, vous l'avez dit, il faut chouchouter ses liens sur le digital. Nathalie, vous nous disiez tout à l'heure, c'est un vrai job d'être sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. En tout cas, c'est un vrai temps. Vous planifiez ça comme vous planifiez peut-être le temps où vous consultez vos avocats ou votre expert comptable. C'est du temps de chef d'entreprise, c'est bien ça ? C'est du vrai temps. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes, des confrères, des consoeurs qui vont se dire si elle passe autant de temps sur les réseaux, c'est très certainement qu'il n'y a rien d'autre à faire. Non, ça fait partie de l'organisation, ça se planifie. Après, je ne planifie... Ça s'organise. Je ne planifie jamais mes publications parce que c'est du spontané et ça se voit dans tout ce que je fais. En revanche, ça fait partie intégrante aujourd'hui de l'organisation de mes journées. De votre temps de travail. En permanence, je vais y penser. Ça fait partie du job. C'est une manière de rapporter du lead aussi qualifié. Donc, c'est pas un hobby. Donc sur votre agenda, vous avez rendez-vous sur Assurance TV et en dessous faire vidéo TikTok. Je sais déjà, j'ai déjà à l'esprit la publication que je vais faire demain parce que j'ai eu un rendez-vous client qui m'a initié une idée. Mais c'est un vrai temps et c'est pas juste un hobby. Encore une fois, il y a beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'être sur les réseaux. C'est un vrai temps d'organisation dans l'agenda qui permet de faire du business derrière. On va se poser une dernière question pour terminer ce plateau. Mais avant cela, Christophe, j'aimerais vous entendre sur le rôle de conseil, parce qu'effectivement, ça fait partie du rôle du courtier ou de l'intermédiaire au sens large. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, alors il est possible dans la vraie vie, Karim, vous devez conseiller, bien évidemment, ou vous-même, Nathalie, quand vous les voyez, vos clients, mais est-ce qu'il est possible de faire ce rôle de conseil très réglementé sur les réseaux sociaux ? Alors, d'autant plus aujourd'hui. Qu'il est encore plus. On en parlait tout à l'heure en off. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites une publi sur les réseaux sociaux, quelle qu'elle soit, elle va être vue par des milliers, voire des millions de personnes. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est quand même une profession réglementée. On va le rappeler quand même. Rien n'est facile quand on est courtier et quand on est assureur. Donc, ce qui veut dire qu'on a effectivement la CPR, on a un certain nombre de choses à faire et on se doit quand même, pour rappel, d'avoir un conseil objectif, impartial et contrôlable aujourd'hui. Et donc, tout ça, on doit le retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ne sont pas un no man's land où, effectivement, on peut dire tout et n'importe quoi. On se doit effectivement de le faire, on se doit d'être très vigilant. C'est aussi pour ça que dans les personnes qu'on choisit, qui vont transmettre notre message, ou les influenceurs, il faut être très vigilant. On ne peut pas le transmettre à tout le monde. Et c'est aussi pour ça, dans cette logique effectivement de conseils objectifs, contrôlables et impartial, que le digital aussi a toute sa place. Au-delà effectivement des réseaux sociaux, mais notamment, on n'a pas parlé de ces sujets-là, mais comme des applications qui permettent d'être en contact direct avec les clients, comme nous on le fait effectivement chez Kitty, où on le suit effectivement de son entrée jusqu'à sa sortie dans une seule et même application. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer tout ce qu'on pourrait dire sur le sujet, mais
Nathalie, vous donnez des conseils gratuitement hein, sur TikTok, sur Instagram. C'est-à-dire vous donnez beaucoup d'informations, vous délivrez beaucoup de conseils aux gens qui vous regardent. On va se poser une dernière question pour terminer ce plateau, si vous en êtes d'accord. Est-ce que demain, les réseaux sociaux, en complément bien sûr des réseaux de proximité, des réseaux physiques, seront un canal pour faire 1000, 2000 affaires, quelle que soit votre activité en type de contrat d'assurance? J'ai envie de commencer par Karim. C'est pas ce que vous faites tous les mois aujourd'hui, peut-être pas via les réseaux sociaux, mais est-ce que vous imaginez aisément que ça sera le cas dans quelques années? Ça peut être le cas, mais j'émets quand même quelques doutes sur le type de client qu'on peut avoir en faisant 2 ou 3 000 contrats. Est-ce que est-ce qu'on aura tous les documents pour valider les contrats? Ah oui, sur l'aspect qui... Mais les faire, oui. Mais après, derrière, en back-office... Donc il faut surveiller le back-office. C'est possible, potentiellement, mais attention au back-office pour qu'ils suivent. Christophe, est-ce qu'on pourra faire 1000, 2000 affaires par mois sur les réseaux sociaux? Je suis même absolument persuadé qu'on pourra en faire plus, à condition, effectivement, de le lier avec une stratégie marketing et digitale très précise pour, effectivement, éviter tous les déboires qu'on peut connaître. Le client qui a oublié, effectivement, d'envoyer un papier et d'avoir un back-office où on s'arrache les cheveux, parce que dans l'assurance, il y a aussi beaucoup de gestion. Mais aujourd'hui, il y a plein de sujets sur lesquels, effectivement, on peut fluidifier, on peut simplifier l'assurance. Nathalie, c'est ce qu'on vous souhaite de faire? Je ne sais pas si c'est le cas déjà, peut-être? C'est pas ce que je me souhaite en tous les cas, parce qu'il y a une réalité aujourd'hui par rapport à l'activité que j'ai sur les réseaux, c'est qu'il y a un intuitif personné tellement fort que pour la moindre problématique, c'est moi qu'on va chercher à avoir, et malheureusement pas mes collaborateurs. Ouais. Donc c'est la limite du système, en tout cas pour mon business model à moi, les 3000 non, les 500 peut-être. D'accord, bon, qu'est-ce que vous en pensez, Hervé Massier, vous qui voyez plein de courtiers dans tous les jours? Je vois des petits, des grands, des gros. Alors je l'ai vu faire sur Facebook notamment, c'est-à-dire que Facebook utilisé en tant que vecteur de générateur de leads gratuit. Alors ça n'a pas duré très longtemps puisque Facebook a changé son algo et donc forcément, en tout cas, ces grosses maisons n'aiment pas qu'on fasse du business à leurs dépens gratuitement. Donc oui, je pense que ça peut marcher. Maintenant, l'assurance... C'est ce que je disais tout à l'heure un peu en préalable, c'est qu'on va l'acheter différemment parce que les générations évoluent. Je pense que des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans aujourd'hui, ils vont être aussi des acheteurs potentiels d'assurance. Et je pense que déjà, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui a 25 ans qui quitte papa-maman parce qu'il a fini ses études, il lui faut une MRH, il connaît rien à l'assurance, soit il va poser la question à ses parents, soit il va être sur Snap, sur Insta, il va demander à sa communauté d'amis. ChatGPT, bonjour, bonjour les copains, qu'est-ce qu'il faut prendre? Voilà, j'ai mon 2 pièces assuré, puis il y en a un qui va dire moi c'était super avec tel assureur ou tel courtier, et il va y aller. Donc oui, ça va être, malgré que ça soit une profession réglementée, ça va forcément bouger. Alors de là à ce que effectivement tout le monde arrive à faire 2-3 000 contrats par mois uniquement là-dessus, je reste un petit peu sceptique, mais bon, je dirais la question est posée. On prend date, peut-être qu'on dans 2 ans on fera peut-être la même 20 ans, on sait pas. Peut-être dans 20 ans pour faire le point sur comment on peut vendre de l'assurance autrement. Je crois qu'on a balayé pas mal de sujets aujourd'hui avec vous. Merci de votre présence sur le plateau. Merci Raphaël Reiter de vous être levé très tôt ce matin pour votre témoignage sur le SEO et les avis clients. En tout cas, on était ravis, Hervé Massier. Merci Nathalie Quesquin. Merci Karim. Merci Christophe de votre présence. Et nous, on se donne rendez-vous au prochain Assurance TV. À très bientôt et portez-vous bien.